Merci, merci aux organisateurs, merci de m'avoir invité une fois de plus. Je suis vraiment très heureuse de faire un retour après cette conférence sur le pragmatisme et l'utopie. Je vous remercie également de me permettre de faire cet exposé, car cela nous donne un cadre, un contexte, ce dont je vais parler, c'est-à-dire les références de M. Younes concernant le révolutionnaire, le pluriel, le non-humain et peut-être le multi-espèce. Et qui plus est, le professeur Illich aussi nous a parlé de l'interprétation oxymorique, si je puis dire, de ce concept, comme nous l'avons dit. En fait, cela nous a donné une sorte de cadre à cette architecture transductive et j'ai commencé donc à examiner, disons qu'une expression que j'ai trouvée dans une lettre sur l'intériorité, c'est une expression que j'ai écrivée, que décrit Hannah Arendt, qui apparaît ici. Donc, elle le lit à toute allure et nous ne pouvons pas suivre. Nous sommes désolés. Donc, la transposition de cette construction oxymoronique est une tension dialectique avec l'opposé de soi, c'est-à-dire que la trahison est intégrée de la cohérence et voilà, bon. Mais lorsque la personne qui agit mal parle d'un écosystème, sa fragilité, tout cela peut devenir extrêmement fructueux. Cela signifie de questionner des questions de condamnation, la déstabilisation de la matière, du sens et inévitablement le fait d'orienter vers un futur d'évolution. Et donc, en partant de cela, l'hypothèse ici qui est affirmée, c'est qu'à l'intérieur de la déstabilisation, en négociant avec l'intégrité du malfaisant, eh bien, on peut trouver effectivement différentes manières de faire face au risque. Et ici, de la même façon que l'année où Arendt a publié La condition humaine, Simon Donne a parlé des modes d'existence des objets techniques qui sont des matières tout à fait comparables pour enquêter sur les dilemmes dans la position de l'intégrité et de la désintégration. Donc ici, on parle d'une unité transductive qui peut s'appliquer à l'architecture, tandis que on permet ainsi à la liberté de revenir. On appelle l'architecture pour renégocier de nouvelles alliances dans l'intérieur des réunions de multi-espèces. Et tout cela est apparu après ces formes de cohabitation qui ne sont pas orthodoxes dans la matière et des hypothèses sémiotiques. Malheureusement, Madame lit extrêmement vite. Nous n'avons pas le texte et c'est extrêmement difficile à suivre. Je suis désolée. Donc ainsi, la traduction émerge. Il émerge une stratégie pour voir la connexion entre le besoin d'avoir une stabilité dans certaines formes de la ville en soi et l'urgence de pouvoir accommoder dans une certaine mesure des matières qui sont inattendues, des sujets qui sont inattendus et dans un processus qui, lorsque l'on regarde l'interprétation de Simon Donne de la transaction, et dans ce cas, je suis sûre que vous connaissez cette image du livre qui est tiré du processus de la concrétisation, comme je l'ai pu le mentionner. Donc, c'est une partie de ce livre. Eh bien, en considérant en même temps comme cela se réduit et disparaît, c'est un contraste entre
des parties actives qui évoluent et en même temps la disparition en réalité de ce processus de concrétisation en soi. Donc c'est partant sur ces idées, ces prémices que la transductivité permet de passer au travers des crises. Ainsi, pour discuter de cette notion, bien entendu, je voulais faire référence à la notion, donc le trasducere du latin, c'est-à-dire mener, transférer, c'est-à-dire le trans, et puis passer de l'autre côté, aller de l'autre côté, et ducere, c'est-à-dire mener. Et nous pouvons également voir ce qui apparaît, ce qui ressort du propre transducteur en soi, et tel qu'il apparaît dans le dictionnaire, c'est-à-dire quelque appareil par lequel la variation d'une quantité physique sont converties quantitativement dans la variation d'une autre, par exemple le voltage ou la position. Et donc, lorsque nous avons le verbe, il s'agit d'altérer la nature physique ou d'un moyen dans des variations correspondantes d'un autre moyen. Et la notion de la transduction, à mon sens, est très, très, très fertile puisqu'elle fait référence également à d'autres aspects que l'on peut emprunter à la biologie, où cela signifie le transfert de matériel génétique d'une cellule à une autre, par un virus ou par une particule qui ressemble à un virus, n'est-ce pas? Ou alors en psychologie, où il s'agit là d'une expérience purement mentale par laquelle nous entendons qu'elle commence en reproduisant simplement des événements imaginaires tels qu'ils pourraient être présentés par la réalité immédiate. Et tout en recherchant ces mots dans le dictionnaire, eh bien, je regarde un petit peu le projet que l'on a envisagé pour la Havane, pour protéger de façon tout à fait paradoxale la Havane des inondations. Et c'était le malécon que l'on voyait. La notion de la transduction ici est différente de l'interprétation qu'en ont Deleuze et Guattari. Donc ici, la transduction est la façon dans laquelle un milieu sert en tant que base, que départ pour un autre, ou vice-versa, il est établi au-dessus d'un autre milieu et il y est dissipé ou il fait partie intégrante. Chez Simondon, eh bien, finalement, ici, on parle que l'invention suit la transduction. Et dans cette connexion, cette relation avec l'idée de l'invention, eh bien, moi, je vois un potentiel pour l'architecture, en fait. Et ici, par exemple, si nous relisons à Simondon, ici, à travers les pensées de Tesson, c'est-à-dire la possibilité de relire des catégories spatiales qui pourraient faire surface, qui pourraient apparaître. Et ici, j'en arrive à la notion de devenir dont je parlais dans le sous-titre de mon intervention. C'est l'idée, disons, de passer au travers des crises qui émanent directement de la façon dont Simondon décrit dans la théorie des devenirs, les théories de l'être, c'est-à-dire devenir autre que simplement l'altération d'une succession d'états comparables à une série de développements, et plutôt c'est une perpétuation et des résolutions rénovées en intégrant une résolution et en faisant apparaître des surprises. Et afin ici de spatialiser, de pouvoir lire à travers la matière qui va au-delà de la métaphore, bien entendu, dans les tissus d'un espace existant, d'un espace urbain et non urbain. Moi, je regardais Venise en tant que paradigme potentiel pour justement les possibilités de devenir métastable dans un territoire qui est formé par les risques de façon inhérente, une théorie où finalement les fondements ajustables sont à la fois un terrain tout à fait métastable et à la fois un danger constant.
En pensant à Venise, je comparais donc la phrase tout à fait freudienne concernant la principale raison d'être de la civilisation, c'est-à-dire de nous défendre contre la nature, à ce que un édit du XVe siècle du magistrat des eaux de Venise, Magistrato dell'Acqua, a déclaré sur la ville des Vénitiens est protégée par ces eaux qui sont là, situées comme si c'était un mur. Elles sont là comme si c'était un véritable mur. Et c'est la même idée qui émerge pour, finalement, à La Havane, où le mur est édifié pour protéger contre les inondations, alors que, par ailleurs, à Venise, depuis sa création, depuis sa fondation et sa continuelle modification, on a constamment à lutter contre l'apparition des eaux pour parvenir à cette éternité. On peut le voir en tant qu'une façon d'affronter les risques et peut-être les accueillir à la fois. Accueillir les potentialités qui sont cachées pour échanger, changer, intervertir les risques d'effondrement et puis en tirer des opportunités extrêmement fructueuses. Ici, comme on peut voir, il y a eu de nouvelles il y a des interprétations tout à fait dystopiques et tout à fait qui ont disons, un impact tout à fait paradoxal sur la nature elle-même, la possibilité de manipulation de la nature humaine, comme ces projets que propose Hermann Sörgel, Antlatropa. Il s'agit là de protéger Venise en tant qu'une sorte de bastion contre la transformation de tout ce qui l'entoure en réalité. Ou, différemment, ce qu'affirme Paul Scherbart dans sa Glass Architecture, où il envisage ici ces portes qui existent à Venise, là, comme une possible fermeture. Là, cette manipulation revient de la matière originale. C'est la redécouverte, probablement, de la ville en elle-même en tant que, comme l'a dit Simmel, George Simmel, comme une fleur posée sur la mer. Et en réalité, plutôt que de la mauvaise herbe ou que des algues, c'est plutôt une fleur qui est posée sur la mer, c'est-à-dire elle est cachée derrière toutes ces manipulations, ce qui est censé être authentique en réalité. Tout comme dans les projets présentés par James Wines, qui est une proposition pour le Molino Stucchi à la Giudecca. Ici, l'on voit ces façades qui s'effacent, qui disparaissent, ou la possibilité de changer complètement l'ordre vertical et horizontal de ce royaume incroyable pour briser la limite qui existe entre ce qui est construit, le bâti et le non bâti. Ici, encore des proposition complètement paradoxale et comme un oxymore ici pour la préservation dans laquelle on imagine pouvoir paver entièrement la ville de Venise pour lutter contre les inondations. Et là, on voit cette mort heureuse de l'architecture dans cette interprétation où, dans le 9999, le sauvetage de Venise, qui est publié en 1971, où la nature finalement devient une autre forme de stratégie de sauvetage qui remplace finalement les dangers que représente l'eau, qui monte jusqu'à également un imaginaire beaucoup plus récent. Cette proposition faite de Rachel Armstrong sur une Venise future qui envisage un système souterrain afin de protéger la ville.
Et là, au regard de toute cette possibilité, toutes ces propositions qui ont été faites, j'ai essayé d'appliquer des notions de Simondon sur cette notion d'individualisation, c'est-à-dire à travers les 4 niveaux d'individualisation de Simondon, à l'appliquer donc à ce projet, à la tétralogie que l'on pourrait appliquer à Venise, et telle que la présente John Haydock. Mais il y a en fait une transition entre les séquences ou ces projets complètement visionnaires de rencontres entre l'utopie et la dystopie. Et nous avons ici Raymond Abraham dans ses 9 projets pour une vision de Venise comme un véritable projet, quelques notions donc qui nous permet de revoir un peu notre regard ou de poser différemment notre regard sur Venise. L'idée de cette vraiment isolement à laquelle fait référence Abraham, dans cette sorte de barrière insulaire que l'on a, on a une vision à 2 sens qui est conçue à la fois également comme à l'intérieur, ou qui est réfléchie à l'intérieur, plus exactement. Et nous mène au dernier chapitre de cette structure permanente dans laquelle la transduction devient donc le véhicule qui nous permet de relire, par exemple, une idée de devenir qui, grâce à la notion de Simondon, deviennent donc éparpillés. Comme c'est le cas ici dans le projet de John Haydock, les 13 tours de garde de Cannaregio, où le système de protection ici se trouve dans les tours elles-mêmes et dans la correspondance de formes d'isolement et de formes d'agrégation à la fois, où nous pouvons voir avec le niveau biologique qui fait que Haydock revisionne, réimagine le projet à travers la peinture de Georges Braque, où l'oiseau est attrapé et prisonnier entre les murs d'une pièce, qui peut nous mener à imaginer l'idée de devenir finalement comme une aile qui flotterait en tant que forme de résurrection. Ici, j'ai donc les cendres de la pensée, ou ce que j'ai défini comme un niveau psychique qui devient partie intégrante du projet pour Cannaregio, en fait. Et tout cela nous permet de relire en profondeur et d'avoir à la fois la possibilité de faire face aux risques de façon individuelle, indépendante, tout en donnant l'opportunité au collectif d'y faire face, c'est-à-dire ces possibilités que donne l'architecture d'avoir la cristallisation entre la vision et la visibilité. Tout cela, finalement, s'efface. Et par exemple, dans le projet de John Haydock, la nouvelle ville pour une nouvelle orthodoxie, donc encore une vision de Venise où il définit, qui est tiré un peu de l'idée de 100 ans de solitude. 100 ans de solitude, nous avons 10 000 unités identiques qui, ensemble, expriment à la fois différentes formes d'isolement et la possibilité ou les possibilités à nouveau de s'affirmer en tant que collectif. Voilà, et ici, j'en arrive presque à la fin de mon propos.
Regardez ce palais miniature, ce palais vénitien miniature qui est attrapé dans une boule de neige incroyable. Et le titre, c'est Adaptation, mais plutôt que d'être sous une, disons, une colonne de fumée, c'est-à-dire vivre sous l'eau, eh bien, c'est un arbre qui naît, qui sort de cette cheminée. Donc, c'est ce devenir permanent. Ici, on pense un peu aux après-vies de cette espèce de croisement de routes que représente l'architecture. Dans cette coévolution, on part vraiment de la graine, de son essence, qui est dans un état permanent de désintégration, et en même temps, une sorte de stabilité extrêmement stable avec un devenir continu qui se projette. Et par conséquent, Venise, avec son empreinte très limitée, représente un paradigme pour l'urbanité et l'architecture qui doit finalement se redécouvrir, renaître en elle-même, c'est-à-dire se recycler tout en étant une métaville qui soit capable d'accueillir les changements environnementaux de cette époque moderne en tant que laboratoire pour le futur et puis ainsi faire face aux risques. Merci beaucoup. Stefania Barbaro et Michele Ugolini. Je fais part d'un groupe de recherche du Polytechnique de Milan, département d'architecture et études urbaines. Et avant de commencer notre relation, qui sera en anglais, nous remercions les organisateurs pour nous avoir invités. Eh bien, merci. Cette intervention ce matin s'appelle « Les stratégies pour un scénario durable urbain post-pandémie ». La première question que nous nous posons, qui nous vient à l'esprit dans le cadre des travaux de recherche, c'est quelle est la culture projet qui doit être nécessaire aujourd'hui pour pouvoir absorber, prendre en compte les exigences liées à la pandémie pour faire la promotion de processus de transformation réelle. La question est longue et vaste, mais les premiers résultats de cette recherche conduite sur la base du sujet que nous voyons ici dans coltivaresalute.com. Cela veut dire d'ailleurs cultiver la santé et .com. Cela signifie point communauté. Donc, vous voyez, le titre, c'est les villes et les centres de santé pour des communautés résilientes. Les centres de santé comme constructeurs d'urbanité et de socialité élargie dans une ère post-Covid-19 de nouvelles centralités périphériques dans des villes intégrées et en bonne santé. Ça fait partie d'un programme de responsabilité sociale et d'engagement du Polytechnique de Milan qui s'appelle le programme de 2020. Voilà par quoi nous nous devons de commencer pour éclairer notre raisonnement. Nous avons établi des passages clés, notamment la déclaration de l'OMS, et qui nous dit que la santé ne doit pas se comprendre simplement comme l'absence de maladie, mais celle-ci doit se comprendre comme un état de bien-être physique, mental et social. De plus, et ceci nous vient de la charte d'Ottawa, qui nous dit que les conditions et les ressources qui sont essentielles à la santé, à notre paix, à notre protection, à l'éducation, à la nourriture, à nos revenus, à l'écosystème stable, à des ressources durables et la justice sociale et l'équité, bien sûr. Nous sommes des architectes et bien sûr, ce qui nous intéresse, ce sont les ressources durables et nous travaillons donc sur des écosystèmes stables.
Les stratégies visant un scénario durable trouvent un point de centralité dans les centres de santé, selon nous. C'est pour cela que nous avons établi ce cadre, car c'est la réalité internationale. Et il est absolument nécessaire, pour commencer, de clarifier le fait que ces centres de santé sont distribués ici, un peu partout en Europe, mais en fait ont vu leur origine en Grande-Bretagne. Et ces centres de santé sont une réalité qui existe partout en Europe et s'occupent de la santé primaire. Par conséquent, ces centres sont des centres qui sont vraiment un peu partout dans cette zone. Pour parler d'Italie, le ministère de la Santé italien, en 2006, a identifié ces centres de santé comme des outils opérationnels dans un territoire qui peuvent fournir des services, mais surtout qui peuvent intégrer la notion de santé et les aspects sociaux, l'éducation, la santé, la prévention, pour que les gens soient responsables de leur style de vie en pleine conscience. C'est le rôle des centres de santé que de viser à, je devrais dire viser à, parce que là, vous allez voir, tous ces points-là ne sont pas atteints en tant qu'objectif aujourd'hui. Donc, c'est d'abord l'accès premier aux soins primaires dans une zone donnée. Ensuite, il y a les réseaux de santé à la maison, donc l'intégration dans le territoire est absolument essentielle. Puis l'intégration entre les généralistes, les médecins généralistes est un lien qui est essentiel, c'est-à-dire entre la population et la ville. Ensuite, ils doivent bien sûr s'occuper de maladies chroniques, des anciens aussi, et une fois de plus, un autre sujet très important, notamment en Europe. Parce qu'en Europe, vous voyez, nous vieillissons et il y a de plus en plus de maladies liées à l'âge. Ensuite, la gestion de services sociaux et services sociaux de santé et la prévention dans le domaine de la santé, la promotion et l'éducation, et puis ensuite la participation des citoyens. Et ensuite, deux autres paragraphes, comme vous voyez, deux autres idées plutôt, qui sont importantes pour les urbanistes et les architectes. Ce sont des idées qu'ils peuvent étudier et développer, dont ils peuvent faire la promotion, c'est-à-dire les liens avec le sanitaire et la médecine. Bien, avec la pandémie et l'apparition de la pandémie, nous devons rajouter d'autres prémices à ces travaux. L'apparition de la pandémie a révélé la fragilité du système de santé, notamment la santé primaire, c'est-à-dire la vie en collectivité, les écoles, les endroits aussi où nous nous trouvons souvent, là où il y a des foules, par exemple. Et ceci met en exergue le fait que la santé et la société sont intimement liées et que la santé est un facteur décisif pour le développement complet d'une société. Et la santé des personnes devient un besoin primaire, c'est-à-dire que nous devons nous concentrer sur ce point. Et est-ce que la protection est l'objectif principal en réinterprétant les liens qui existent avec les territoires? Est-ce que c'est une condition nécessaire qu'il faut absolument poursuivre? En Italie, nous avons ce professeur, Gavino Macciocco, professeur de santé et d'hygiène publique, qui a fait un discours avant la pandémie et qui a prédit un manque de budget durant les 20 dernières années. Et ça s'est produit principalement en Italie, donc pas assez de fonds pour soutenir les soins primaires en cas d'événements exceptionnels, et ce qui mènerait à la chute du système de santé générale et des hôpitaux de santé publique. Donc un autre point pour
clarifier notre recherche, c'est l'état de ces centres de soins, comment ils sont placés sur notre territoire. Donc, sur le territoire italien, la région de Emilia-Romagna, c'est la région qui a le plus grand nombre de centres de santé. Et d'après l'analyse de la distribution géographique de ces centres de soins, il est ressorti que ces centres de santé dans les régions urbaines, dans les villes, sont extrêmement fragiles et ne peuvent pas être identifiés comme des centres de santé en tant que tels. Et il nous faut souligner la chose suivante, c'est-à-dire que à partir du moment où nous avons commencé notre recherche, lorsqu'il y a eu des systèmes de données, seulement 29% de la population qui vivent dans les villes sont desservis par ces centres de santé. Donc, vraiment, une très petite portion de la population. Et nous voulons vraiment travailler sur les villes, sur la nature de ces centres de soins, comme étant un nouveau réseau d'identité urbaine. Et donc, voici les centres de soins. Ce sont des pôles de l'identité urbaine. Et nous voulons effectuer des recherches sur tout le territoire. Nous voudrions effectuer cette régénération grâce à ce sujet qui a émergé depuis la crise sanitaire. Et il est important, de ce point de vue, d'identifier un thème important, un fil rouge dans cette stratégie de déplacement. Et ainsi, ces centres de soins peuvent exprimer leur potentiel de régénération urbaine. Et nous, en tant qu'architectes et développeurs urbains, nous voyons cela. Donc, ces centres de santé créent des communautés, régénèrent les villes et augmentent le réseau de services publics qui font ressortir l'articulation des villes en tant que structure individuelle et collective. Et donc, en Italie, il y a un déclin. Nous avons des National Recovery and Resilience Plans, des plans de résilience et de récupération nationale. Et nous avons changé ces plans et ces centres de santé ne sont plus des centres de santé, on ne les appelle plus ainsi, on les appelle des centres communautaires parce qu'en fait, ils s'occupent de la santé et sont proches des citoyens et des structures qui s'occupent de ces personnes. Maintenant, pour mieux clarifier ces transformations que nous souhaitons pour ces centres de santé, nous avons pris l'exemple des bibliothèques pour deux raisons. La première raison, c'est que ces bibliothèques représentent un immeuble qu'on identifie bien dans la communauté. Ce ne sont pas juste des endroits où on archive du papier, mais depuis 30 ans, et bien plus que cela, c'est un endroit de réunion, d'échange, d'interaction. Tout le monde connaît cette réalité et partout en Europe, vous avez ces bibliothèques qui sont transformées ainsi. Et nous espérons, de ce point de vue, pouvoir effectuer ce parallèle. Depuis la crise sanitaire, ces centres de soins ont été
transférés vers ces centres communautaires où les citoyens ne s'occupent pas seulement de leur santé, mais c'est un point de référence urbain où on peut vraiment construire les communautés. Et en ce qui concerne le sujet de la régénération, ces centres de soins sont des points de référence dans la ville et c'est des points de régénération urbaine. C'est là où on commence la régénération. Et nous voudrions identifier 6 sujets comme étant des sujets sur lesquels les architectes peuvent travailler et se concentrer. Donc, du point de vue de l'architecte et de l'urbaniste, donc nous avons ces centres de soins qui deviennent des nouveaux centres d'identité pour cette régénération urbaine. Donc, ces centres de soins sont de nouveaux centres dans la ville. Il en existe certains et on voudrait renforcer les réalités, créer de nouvelles centralités urbaines. Ils doivent être intégrés dans les services publics. Ils restructurent les centres urbains, on restructure les bâtiments avec des caractéristiques identitaires très fortes et il y a moins de consommation, d'occupation de terrain. Il faut qu'ils aient une bonne architecture, une bonne qualité architecturale et ils doivent être souples pour qu'on puisse les utiliser en temps de crise et lorsqu'il n'y a pas de crise sanitaire. Donc, selon nous, ce serait idéal que ces centres de santé respectent toutes ces conditions. Mais dans notre recherche, nous avons souligné un atlas de centres de soins au niveau national et international. Nous sommes en train d'étudier seulement certains de ces centres actuellement. Et ces études de cas respectent une ou plusieurs des conditions que j'ai énumérées auparavant. Et ici, dans ce cas, dans le contexte espagnol, nous avons le Centro de Salud Gibraleón, que nous avons trouvé très intéressant parce que cela fait partie de la ville et cela montre l'existence de cette arène. Donc, ce bâtiment a une qualité architecturale très, très forte. L'architecte ici, que j'ai cité, parle de la relation entre le classique et la santé et d'autres fonctions publiques de la ville au cours de l'histoire. En Grande-Bretagne, le Waldron Health Center a positionné la santé au centre. Et donc, nous avons ce nouveau centre qui a été conçu comme un centre de soins et il existe également des magasins autour et nous pensons que ce concept est un concept particulièrement intéressant. Voici un autre cas. Ce n'est pas vraiment un centre de soins, mais la nouvelle entrée du Careggi Hospital de l'hôpital. Donc là, nous avons démoli la partie physique entre l'hôpital et le centre urbain. Et là, nous avons un forum avec des magasins et nous avons créé donc un plaza. Voici d'autres cas qui sont intéressants et dans ces cas, on peut réutiliser d'anciens bâtiments. Donc, voici le centre Port Van Born aux Pays-Bas. Et là, on a reconverti une église. Et c'est très intéressant au point de vue de la qualité du projet et également pour l'amélioration du voisinage, pour donner cette idée de sociabilité. Là, nous avons le Matasur
centre de soins communautaires à Chile, Santiago de Chile. Et là, nous avons également utilisé un bâtiment historique qui était une école auparavant, très bien connu par toute la communauté urbaine. Et les architectes ici ont créé un espace pour les patients et pour la communauté dans son ensemble. Ici, nous avons 3 exemples de la région Emilia-Romagna en Italie. Voici la Casa della Salute di Carpaneto. C'est une nouvelle construction qui est située entre 2 fonctions publiques, juste en dehors du centre-ville. Donc, nous avons une cour avec cet arbre qui crée un espace public qui peut être utilisé par les patients et par les utilisateurs du centre de santé, donc par tous les citoyens. La Casa della Salute, donc à Finale Emilia, c'est très intéressant parce que c'est situé dans le centre historique. C'est un bâtiment qui contenait un hôpital. Donc, c'est très bien connu par la population comme étant un centre de santé et c'est très adaptable. Nous avons les traitements et la prévention qui sont ramenés au centre même de la ville. Là, nous avons un cas différent. Il n'y a pas de relation externe avec la ville, mais à l'extérieur, nous voyons une relation avec la ville de Bologne. Donc, un centre commercial périphérique avec un parking très grand à l'extérieur. Et là, il n'y a pas de relation véritable avec la ville, comme nous l'avons vu dans les autres exemples. Mais c'est très intéressant à cause de cette articulation autour d'une cour interne. Ici, nous voyons quelques images d'inauguration d'un autre soin de santé italien avec une grande participation des citoyens et c'est vraiment un symbole. Ce seront des endroits identitaires pour la communauté et pour les citoyens. Et grâce à la description de ce nombre limité d'études de cas, bien sûr, nous en avons étudié bien plus, il a été possible de faire ressortir les problématiques que nous avons vues auxquelles ces centres de santé sont confrontés depuis la crise sanitaire. Et nous avons anticipé les résultats. Je vous remercie de votre attention. Merci Xavier, merci pour l'organisation de ce colloque en présentiel, ça fait plaisir. Et donc effectivement, on va vous parler d'une partie de ce livre qui a été coproduit au sein de l'agence TVK et qui est sorti au moment de la Biennale de Venise, qui a eu une inauguration un peu confidentielle. Et avec tout le calendrier de l'agence, en fait, c'est la première fois qu'on a l'occasion vraiment de le présenter, de pouvoir en débattre aussi. Et donc, on va vous parler plus spécifiquement du chapitre 5 qui se déroule dans la ceinture de feu. Donc, pour dire un peu le principe de cette recherche, c'est une recherche qui travaille comme avec le principe de manifeste rétroactif. Donc, on est allé relire l'histoire de l'installation des humains dans différentes parties de la planète. Et donc, le 5e chapitre, c'est le chapitre qui se déroule dans le territoire qu'on a appelé la ceinture de feu et qui est donc ce territoire dont le nom exprime voilà, l'instabilité. Et donc pour dire un peu les principes structurants de cette recherche, on est bien sûr parti de cette idée que nous apportent aujourd'hui tous les scientifiques des sciences de la Terre et de la vie, que la Terre c'est un système instable, donc c'est pas ce cosmos immuable où chaque élément aurait sa place, mais c'est cette sphère là encore représentée naïvement, mais par Kircher, mais où voilà, les différents éléments sont en interaction permanente. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de réfléchir à la place des humains dans ce système instable, et avec cette idée que peut-être
ce serait la présence des humains, elle est comme celle des autres êtres vivants, elle est une dynamique dans ce système, mais peut-être qu'elle engendrerait une forme de surinstabilité. Là, c'est la courbe exponentielle qui raconte une série de trajectoires de la population mondiale, la concentration en CO2, la production d'alimentation, etc. Et on voit l'enchevêtrement des trajectoires des humains et des trajectoires de la Terre, et donc avec les problèmes auxquels on arrive aujourd'hui, hein, de climatique, de crise de la biodiversité, etc. Et donc cette idée avec peut-être à cause de l'architecture, ou en tout cas avec la volonté d'habiter et de se protéger des risques, on a cherché de plus en plus à endiguer les mouvements de la Terre, son instabilité, et qu'en fait, pour l'endiguer, on a besoin d'énergie, et donc plus on dépense d'énergie pour endiguer, plus on crée de la surinstabilité. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de repartir donc des penseurs qui ont été évoqués déjà tout à l'heure par Chris Younes, des penseurs qui cherchent à sortir de cette opposition humain-nature, avec cette figure de Gaïa qui a été ressortie par Bruno Latour, notamment, bien sûr à partir des travaux de James Lovelock. Et donc Gaïa qui permettrait de symboliser cette terre animée, cette terre en mouvement. Et en fait, le principe, l'hypothèse un peu centrale dans le livre, c'est de partir des géants, qui sont dans la mythologie grecque les enfants de Gaïa, et qui représentent, donc au gré de leur histoire, qui deviennent des parties de la Terre, des puissances terrestres, des volcans, des montagnes, etc. Et donc on a extrapolé un peu cette notion de géant qui est dans la mythologie grecque à tous les êtres surnaturels qui se retrouvent dans finalement plein de mythologies et plein de récits d'habitation. Et donc des êtres surnaturels qui permettent aux humains de créer un dialogue qui est fictif, bien sûr, mais de créer un dialogue, d'inclure dans leur récit tout un tas de phénomènes qui sont les phénomènes de l'instabilité terrestre. Et je crois que pour l'introduction, c'est à peu près tout. Et donc c'est en regardant ces récits d'installation et en regardant comment aussi ils évoluent depuis, on va dire, les premières traces dont on en a, donc des traces plutôt à l'époque antique, et puis comment ils évoluent, ça nous permet de regarder aussi comment le rapport des humains à la Terre, à ces différentes puissances terrestres, évolue. Et voilà. Et donc, peut-être tout de suite, je vais laisser la parole à Alexandre pour rentrer dans le territoire de la ceinture de feu. Je pense peut-être. Bonjour. Donc le site de la ceinture de feu, effectivement, c'est le lieu de la catastrophe. C'est en tout cas comme ça qu'on a essayé de le considérer et de suivre le fil en fait de l'appropriation de cette partie du monde par les humains face à la catastrophe. Si on remonte loin en arrière, en fait, la ceinture de feu est issue d'une sorte de dislocation de la ligne de démarcation entre la Terre et la mer, donc entre l'océan primaire et la Pangée. Et on voit, alors je ne sais pas si on peut pointer, mais sinon, en tout cas, le dessin montre un peu comment, finalement, c'était un seul cercle au départ, il s'est disloqué, et aujourd'hui, si on passe à la suivante, en fait, le cercle, donc tout le tour du Pacifique aujourd'hui correspond à la ligne qui démarquait originellement la Terre et la mer. En fait, cette faille qui fait 40 000 km de long, donc la dimension de l'équateur au centre, l'équateur quelque part théorique, en tout cas une ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux à sa moitié. Donc c'est du même ordre de dimension, sauf que c'est une marge active qui concentre la majorité de l'activité sismique terrestre avec 450 volcans en activité. Donc c'est un peu le lieu par excellence de la catastrophe, et en même temps c'est aussi le lieu où habitent 1 milliard d'habitants. Donc quelque part la catastrophe initiale n'a pas empêché l'appropriation par les humains, et c'est ce qu'on a essayé
on essaie de suivre en fait cette appropriation par ces étapes et un peu effectivement à la manière d'une mythologie, en tout cas, et chercher un peu le fil directeur de ce cheminement, de cette appropriation. Donc dans la suite, donc le chapitre, si on fait référence au livre, donc la Terre est une architecture, est construit un peu chronologiquement, donc remonté aux temps ancestraux jusqu'à aujourd'hui, et ce parcours donc commence en Polynésie, donc au centre, autour de Tahiti. Et Hawaï, enfin entre Tahiti et Hawaï, se prolonge, on va évoquer la question de Tokyo et San Francisco, mais plutôt sous l'angle des métropoles. Ensuite, les îles Marshall, pour plus spécifiquement Tokyo, et enfin le Chili à Calama, donc de l'autre côté de l'océan Pacifique. Peut-être l'idée, c'est que la première histoire donc, des Polynésiens, elle parle plutôt d'une manière de vivre avec l'instabilité. La seconde, les métropoles, c'est plutôt l'histoire de l'endiguement de l'instabilité. Et puis Calama, c'est une zone de crise actuelle et de réajustement peut-être de la manière d'interagir avec les éléments terrestres. Voilà, donc en fait ce qu'on voit, c'est comme le disait David en introduction, en fait la progressive surinstabilité qu'apportent les humains. C'est-à-dire qu'au départ, ils s'approprient simplement l'instabilité, et on va y venir. Donc c'est l'instabilité liée à simplement le fait de former une archipel, enfin un archipel, pardon, et qui s'est constitué principalement par une infrastructure assez simple et assez légère qui est la pirogue. Et d'île en île, en fait, les Polynésiens se sont appropriés, plutôt en partant du côté de l'Océanie, de l'Australie, jusqu'au Chili, justement, se sont appropriés ce vaste territoire de l'océan Pacifique, et par un moyen finalement assez simple, en avançant d'île en île, et dès que une tempête ou une catastrophe arrivait, se rétractaient, retournaient sur l'île précédente. Et en fait, de proche en proche, ils ont constitué un très vaste territoire. Ça est un peu, donc si on fait le lien avec la forme de mythologie, est raconté par l'espèce de duel entre Namaka et Pelé, qui sont en fait deux sœurs, dont l'une, donc Pelé que vous voyez sur le côté droit, et ce n'est pas Namaka sur le côté gauche, mais c'est une référence de dieu grec qui, lui, raconte l'histoire. Enfin, c'est pour faire un parallèle avec les géants dans d'autres mythologies. Mais Pelé, qui est un peu au centre du récit de l'appropriation et de la création des îles polynésiennes, est, elle, la déesse du feu et des volcans, et sa sœur Pelé, Namaka, est la déesse de la tempête et de l'eau. Et en fait, dans ce conflit, vont se former les îles polynésiennes, puisque en fait, Namaka envoie des tempêtes sur les îles, et Pelé et ses frères et sœurs s'échappent d'île en île grâce à une pirogue. Et à chaque fois que Pelé arrive sur une île, elle plante un bâton dans le sol, et ça révèle, ça fait remonter la lave du sous-sol vers le sol, et ça crée un volcan. Et en fait, ainsi, elle crée une archipel volcanique. Et en fait, ce récit raconte finalement comment, dans le duel entre l'eau et les îles et les volcans, s'est formée une infrastructure qui est la pirogue et qui est à l'origine de l'archipel. Donc c'est un peu ces éléments qu'on voit apparaître, et cette première manière d'appréhender l'instabilité, de manière finalement assez simple et assez résiliente, puisqu'il y a toujours la possibilité de se rétracter en avançant. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans ce type de mythologie plutôt ancestrale, les géants ont un rôle structurant en fait dans le récit d'installation. Ils ne sont pas juste là en décor comme pourront l'être ensuite certains géants dans d'autres récits qu'on n'aura pas le temps de vous raconter. Mais il y a une forme avec l'arrivée de la rationalité, il y a une forme de perte de sens de ces figures. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un ensemble de figures qui décrit une complexité aussi des interrelations, des réactions, des réactions en chaîne, et que les humains se positionnent au milieu de ça, en fait. Donc,
Donc on en est à la appropriation de l'archipel. On fait un saut dans le temps jusqu'au 19e siècle où se forment se sont formées les métropoles et la manière de traverser l'océan Pacifique se fait maintenant en bateau à vapeur, ce qui renforce une infrastructure assez dure, enfin en tout cas solide, d'un côté à l'autre du Pacifique. Mais on voit assez vite que à la fois l'énergie et les moyens pour s'approprier le Pacifique sont forts, et en même temps l'instabilité du territoire, elle, n'a pas changé. Donc on est rapidement confronté à des nouvelles formes de catastrophes, et donc on a pris, on voit donc des tremblements de terre qui sont séparés de 17 ans, voilà, l'un en 1906 et l'autre en 1923, donc entre San Francisco et Tokyo, qui donc sont tous les deux positionnés sur cette marge active. Et dans ces tremblements de terre, en fait, déjà, la dimension des villes étant plus grande, la catastrophe est plus importante. Mais la catastrophe n'est pas seulement sismique, la catastrophe est rapidement énergétique, parce que en fait, dans le tremblement de terre, les circuits électriques sont fissurés, les réseaux de gaz qui alimentent la lumière publique sont aussi fissurés, et finalement, c'est plutôt l'incendie qui va démolir ces villes que réellement le séisme. C'est-à-dire qu'en tout cas, une part importante de la destruction vient de la ville elle-même et donc cette surinstabilité plus que celle du séisme original. Et on fait encore un autre saut dans le temps pour un récit, et là on voit réémerger une figure de géant assez utile pour la compréhension d'une situation. Donc on est à Tokyo dans les années à partir de 1945, où malheureusement il y a ce drame à Hiroshima et Nagasaki, donc les premières bombes atomiques sont utilisées. S'ensuit en fait en 1954 un autre phénomène, et qui va aussi bouleverser les Japonais, c'est un tonnier japonais en phase de pêche passe à proximité des essais atomiques faits par les Américains près des îles Marshall. Et lors donc de cette sortie, ils voient une bombe atomique au loin exploser. Au début, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est. Ils rentrent au port et finalement ils sont tous irradiés et ils décèdent tous dans des conditions assez difficiles. Et donc le tonnier est conservé et encore aujourd'hui visible comme étant un emblème d'une catastrophe nucléaire subie par les Japonais. C'est effectivement là que le récit prend un peu une forme, c'est que cette année-là, suite à ce fait divers, apparaît la figure de Godzilla. En fait, Godzilla, c'est donc un monstre d'une sorte du film que la plupart d'entre nous connaissons. Et cette figure, en fait, c'est à la fois une sorte d'animal préhistorique qui sort des fonds marins, et il est réveillé par justement des essais atomiques, et il sort de l'eau, il monte sur l'archipel japonaise et se met à détruire à peu près tout ce qui dépasse, sans forcément de raison. Et on voit là sur l'image qu'il se prend les pieds dans les fils électriques. Et en fait, les Japonais dans le film essaient de trouver un moyen de le détruire. Mais en fait, comme c'est son souffle est radioactif, donc il est lui-même radioactif. En fait, ils n'ont pas l'énergie suffisante pour contrer la radioactivité. Donc quelque part, les deux énergies se confrontent, enfin les énergies précédentes, comme le pétrole et l'électricité, se confrontent au nucléaire, et c'est dans ce conflit que Godzilla devient à la fois la force destructrice du nucléaire et en même temps la démonstration de la puissance du nucléaire. Et on en vient à un élément, peut-être je finis, on en vient à un élément important, c'est que cette année-là, le Japon se lance dans lance sa mission pour maîtriser l'énergie atomique.
et donc commence à formaliser un protocole pour créer des centrales nucléaires qui seront mises en service 10 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, en 1966. Donc en fait, on voit que se joue à ce moment-là à la fois la puissance nucléaire comme destructrice et un peu la violence que ça peut engendrer, et en même temps un basculement vers l'énergie nucléaire comme une maîtrise encore à un cran au-dessus de l'instabilité. Voilà, donc le personnage de Godzilla agit un peu comme une sorte de catharsis de l'ambiguïté de cette puissance, et je pense que c'est un peu chargé de toutes les problématiques liées à cette évolution de l'énergie. Et peut-être rajouter que, en fait, dans l'intrigue, il ne peut pas être tué. Donc il cherche des moyens une certaine énergie suffisamment forte pour le tuer, mais en fait il ne peut pas être tué. Et donc c'est là où il rejoint un peu une dimension quand même mythologique. Et donc il faut vivre avec. Et c'est un peu aussi une manière, un apprentissage pour les Japonais de vivre avec leur centrale nucléaire que par ailleurs ils développent. Et on sait où ça conduit. Donc il y a voilà, cette double figure, en fait. Comme Pelé, le volcan, là, le Godzilla, on doit vivre avec. Et là, une fois qu'on l'a créé, on ne peut pas s'en... Effectivement, il y aura une trentaine de suites au premier film. Et c'est une des franchises du cinéma les plus longues aujourd'hui connues. Je crois que c'est... Ouais. Et alors, on passe à la dernière séquence. Je ne sais pas si on est trop long ou pas, mais... Très bien. Et donc, on arrive à Calama. Donc, on fait encore un petit saut d'une cinquantaine d'années. On arrive à Calama, donc, qui est une ville dans le désert d'Atacama, au Chili, en plein cœur du désert, et à côté d'une mine qu'on voit en haut, là, espèce de creux, avec des gradins. On vous montrera après plus précisément. Donc, qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde. Et donc... Calama, donc en plein milieu du désert, dans des conditions déjà arides et hostiles à l'établissement humain, c'est devenu une grande ville de 150 000 habitants à cause de la mine, à cause de la richesse que la mine produit. Et en même temps, elle vit dans des conditions aussi de surinstabilité parce que la mine produit des nuisances de pollution de l'air, pollution de l'eau. Et donc cette image qui montre un phénomène fréquent qui sont des tempêtes de poussière liées à la fois à l'assèchement de la région, puisque c'était une oasis, je vais revenir dessus, et puis à la poussière créée par la mine. Et donc on va refaire les différentes phases de l'installation humaine dans cette région. C'est une région qui, malgré les conditions difficiles, est habitée depuis des temps assez anciens. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas relativement comparable à nos antiquités européennes. Et donc, elle est habitée par des Indiens Atacameno. Et en fait, ils vivent le long de cette rivière qui s'appelle la Loa, qui prend ses sources dans un plateau volcanique, et notamment au volcan Minho, et puis qui traverse le désert aride. Ça, c'est la partie des hauts plateaux proches des volcans, qui est du coup le lieu plutôt des pâturages. Et puis ensuite, quand elle commence à descendre vers la mer, dans un relief assez mouvementé de la cordillère des Andes, il y a tout un travail de dérivation de la rivière qui crée une série d'oasis. Qu'on voyait sur la carte, donc toutes les villes qui étaient mentionnées. Et donc, ça fabriquait un archipel d'oasis qui vivaient un peu ensemble. Et puis, il y a des phénomènes qui arrivent, qui sont des phénomènes naturels liés à la variation des pluies à des moments donc, il y a le phénomène El Niño qui fait que la pluviométrie, elle varie. Et donc, quand on est dans des périodes de sécheresse, l'eau devient polluée parce qu'il y a un phénomène qui se produit dans la rivière. Et donc, ils ont vécu avec ces phénomènes de pollution et ils ont réussi à s'adapter, et notamment grâce à la flexibilité de la structure en archipel qui permettait d'aller dans une autre partie ou de recréer un autre archipel, une autre île, une autre oasis, pardon. Et donc les phénomènes qui sont aujourd'hui liés à l'exploitation du cuivre et de la mine, qui elle consomme énormément d'eau, y compris des nappes phréatiques, et parfois elle a dérivé aussi certains affluents de la Loa. Donc cette mine qui a été créée au XIXe siècle
à la fin du 19e siècle par Siemens, et puis qui est aujourd'hui une entreprise étatique. Voilà, cette mine, du coup, vient amplifier ces phénomènes-là de pollution de l'eau, amplifier énormément. Et d'ailleurs, si bien que les industriels sont toujours jouent là-dessus pour se défendre du fait que ce soit eux qui polluent la rivière, puisque en fait, il y a des processus naturels avec de l'arsenic notamment qui se créent sous forme de réactions chimiques. Et donc, cette mine, elle a transformé l'archipel d'Oasis, qui était toute un peu équivalente, en faisant cette ville de Calama qui devient le centre, qui attire toutes les populations des autres oasis qui dépérissent parce que polluées les unes après les autres et asséchées par les dérivations et la ponction d'eau. Et donc, voilà, la mine à ciel ouvert. Et donc en 2011, il y a déjà eu des révoltes des mineurs avant 2011 qui voulaient des conditions de travail meilleures, mais en 2011 c'est une révolte sociale qui est liée à aux révoltes plus globales dans tout le Chili. Et donc là c'est les habitants de la ville en fait qui se révoltent et qui soutiennent les mineurs pour demander, créer un rapport de force avec l'industrie qui est étatique finalement, avec l'État. Et qui obtiennent un certain nombre de garanties donc, sur la mine qui va être, j'ai pas mis l'image, mais qui va être progressivement enterrée, donc qui va créer moins de poussière. La mine qui s'engage à trouver de l'eau autre part, c'est-à-dire plutôt en dessalant l'eau de mer, pour laisser un peu la Loa retrouver son débit. Et puis surtout un projet urbain qui est mené par l'agence Elemental de Alejandro Aravena, et qui est un projet qui est, somme toute, très simple, qui est de retravailler avec l'eau, donc de remettre la figure de la rivière Loa au centre de la capacité d'habiter dans ce territoire, et de restaurer les canaux, puisque à Calama, le système de l'oasis, en fait, était aussi détérioré du fait de l'expansion rapide de la ville. Et donc c'est pas une solution miracle, mais c'est de retrouver un minimum de capacité d'habitation, et il y a des effets d'entraînement qui peuvent arriver avec les arbres qui créent du microclimat, etc., qui font un peu de barrière aussi à la poussière, et donc retrouver, voilà, remettre cette puissance-là qui est la rivière Loa au centre. Et donc retrouver un dialogue avec elle. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans la culture, évidemment dans la culture ancestrale locale, la rivière et le volcan fonctionnaient ensemble dans un même récit et dans un même système de rituel où chaque année on vient nettoyer les canaux d'irrigation en vouant un culte au volcan Minho où se trouve la source de la rivière. Et un rituel qui perdure d'ailleurs malgré la christianisation des populations, et qui bien sûr a peut-être moins de sens d'un point de vue religieux, mais qui reste très important pour entretenir le territoire, entretenir l'infrastructure qui permet d'habiter dans ce territoire aride. Et donc d'une certaine manière, ici, il n'y a pas de géant comme Godzilla, mais il y a cette rivière qui reprend une place et qui pourrait peut-être un jour, comme dans d'autres pays du monde, acquérir des droits, devenir un sujet de droit. Donc c'est peut-être aussi ça, cette image du géant, elle peut nous aider à parler de ces phénomènes actuels où les éléments terrestres deviennent des sujets dans le débat juridique et politique. Et puis du coup, je reprends mon papier pour le mot de la fin. Tu veux le faire? L'archipel, non, mais je pense peut-être pour conclure, enfin, le fil de ce récit finalement fait émerger la figure de l'archipel sous différents angles. Cette dernière partie, on est sur un archipel fluvial, donc c'est un archipel en pente. Et c'est plutôt l'écoulement du fleuve qui est la condition de fonctionnement de l'archipel, là où dans les îles polynésiennes, en fait, l'horizontalité de l'eau crée les conditions de l'archipel. Ce qui émerge comme
comme structure face à l'instabilité, c'est la force de l'archipel qui est capable à la fois de se déployer rapidement et de se rétracter. Et en fait, c'est finalement la seule chose qui perdure dans les récits qu'on a parcourus autour du Pacifique, c'est donc cette structure archipélagique. Et sans doute qu'elle peut évoluer sous des formes encore insoupçonnées. Enfin, en tout cas, l'archipel fluvial, donc l'archipel en pente, montre une figure un peu singulière. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais dire en conclusion. Non, mais ce qui nous intéressait peut-être par rapport à d'autres moments où la figure de l'archipel a été invoquée, notamment par Rem Koolhaas et Unger, c'est que l'archipel, là, il est une figure dynamique. Ce n'est pas une figure spatiale de répartition d'espaces ouverts et d'espaces bâtis, mais c'est une figure dynamique donc, qui est pensée dans le temps et qui parle de cette capacité de l'infrastructure humaine, du coup, à la fois perdurer et à se réorienter. Et c'est peut-être cette agilité-là, donc cette pensée temporelle qui est utile pour vivre dans ce genre de territoire, et peut-être qui sont des territoires qui nous apprennent les territoires dans lesquels on va bientôt vivre, nous aussi. Et donc cette agilité, agilité temporelle de la figure de l'archipel. Voilà.